Hello, hello! Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission. Connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez bien. L'émission est déjà partagée sur la page Miss Huguette. J'invite mes invités à bien vouloir repartager l'émission sur leur mur, dans des groupes. Bonsoir à tous ceux et celles qui sont déjà connectés. Je vous invite à partager l'émission, à nous mettre des likes, des cœurs, des pouces, des j'aime. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous annoncer que je puisse voilà, vous faire des salutations. Je vois des gens déjà connectés. Merci de mettre des cœurs, des likes. De partager aussi l'émission. Ça pourra soutenir mes invités qui sont ce soir présents pour la thématique qui est déjà annoncée sur vos écrans. Nous allons démarrer l'émission là. Je compte sur vous. Des likes, des cœurs, des partages. Nous allons démarrer l'émission. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable soirée, journée aussi. Nous allons démarrer notre émission. Saluez-nous, saluons-nous. Je vois des cœurs, des likes, mais je ne sais pas qui est connecté. J'aime bien annoncer mes invités. Nous allons démarrer dans 2 petites minutes. C'est pour à présent. On va passer la pub. Alors, qui est déjà connecté? Salut, salut. Salut. Alors, le nom, je n'arrive pas à le prononcer. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter mes invités sans plus tarder. Je ne vais pas vous faire attendre. Alors, bienvenue dans votre émission Instant H. Je suis l'animatrice Miss Huguette. On se retrouve chaque mardi à partir de 21h30. Toutes nos excuses, il y a des problèmes de connexion. Donc, nous avons eu un peu du mal. Je vois que mes invités ont aussi un petit peu du mal. Mais j'ose le croire que l'émission va se faire et que le message va passer. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter, à nous saluer tout au long de l'émission. On vous fera un petit coucou, à partager aussi. Donc, l'émission de ce soir, je vais vous l'annoncer avant de donner la parole à mes invités, de vous la présenter. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'émission, Instant H, c'est une émission qui parle de faits de société, d'actualité, des débats, des échanges pour comprendre, apprendre et voilà, essayer aussi de démystifier certains sujets. Donc voilà, aujourd'hui, en rapport avec l'actualité, nous voyons pas mal de choses se passer qu'on va évoquer tout au long de l'émission. J'ai fait appel à 2 expertes, je ne suis jamais seule. Aujourd'hui, c'est 2 femmes qui sont présentes sur mon plateau pour évoquer la situation qui est la suivante: les métis, les métisseurs, les métisseuses, les couples mixtes. Voilà. Où est-ce qu'ils se positionnent? Qu'en est-il? Comment vivent-ils, en fait, ce temps de revendication raciale? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a tout le monde, on n'est pas seul. Et on voulait savoir un petit peu comment vous comprenez ce terme, voilà, couple mixte, métisseur, métisseuse. Beaucoup m'ont demandé qu'est-ce que c'est. On parlera aussi des métis. Donc, voilà, je ne suis pas seule comme je vous ai annoncé. Donc, je vais, sans plus tarder, débloquer le micro de mes invités. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ça va, Huguette? Ça va? Ça va. Alors, merci d'abord. Merci d'avoir répondu présente à mon émission. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'entends l'écho. Je ne sais pas si c'est Annie, si elle a un autre écran.
sur lequel elle a mis les mains, ou mettre des écouteurs, peut-être comme Hilda, pour ne pas avoir ce retour. Je m'entends parler en fait. Alors, attends. Mais alors, je vais partir 2 minutes récupérer Ariel. Il n'y a pas de souci, on t'attend. Alors, je vais donner la parole en attendant à Hilda. Bonsoir Hilda. Alors, bonsoir Agathe. Tu peux te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, mais juste avant, je vais regarder sur le mur. Je salue notre expert aussi, un chroniqueur, je l'appellerai comme ça, qui est très récurrent, Mireille William Creed. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Invite du monde de façon à ce qu'ils puissent suivre ce message ce soir. Alors, Hilda, peux-tu te présenter, comme je le disais, pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Oui, alors moi je suis naturopathe énergéticienne, je suis aussi conférencière, je suis aussi écrivaine. Comment je vais me présenter? C'est tellement vaste en fait. Qu'est-ce que tu fais? D'autres t'ont vu sur d'autres supports. Dis-nous tout. Alors, je suis aussi donc présidente d'une association humanitaire qui s'appelle Inaya sans frontières, qui œuvre justement pour le vivre ensemble, pour le dialogue interculturel, pour aussi l'éducation, l'emploi, aider aussi et redonner de l'espoir donc aux populations les plus défavorisées. Donc, on œuvre beaucoup en Afrique, beaucoup au Sénégal, Madagascar, en Tunisie, Burkina Faso. On essaye justement, c'est sans frontières, donc le cœur n'a pas de frontières et l'âme n'a pas de frontières. Donc voilà, on essaye vraiment d'être dans cette ouverture vers l'autre, essayer de comprendre l'autre, de donner la parole à l'autre, parce que malheureusement dans ce monde, hein, comme tu expliquais, il y a une envolée à la fois de racisme de part et d'autre, et on se demande, on se dit, sommes-nous réellement dans une humanité qui veut la paix, ou au contraire, quel est le but de cette avalanche, en fait, de cette envolée de racisme? Donc voilà, on essaye vraiment humblement de partager et de participer à cet éveil des consciences, on va dire. Un grand merci de participer à cet échange de ce soir. Alors, je vois Annick qui a réussi à trouver des écouteurs. Alors, est-ce qu'Annick, tu nous entends avec tes écouteurs? Et vous? Vous m'entendez aussi? Nous, on entend très bien. Il n'y a plus cet écho. Donc, c'est très, très bien. Super. Ça y est, tu as réussi à le fixer? Je vais y arriver. D'accord. Bon, je vais encore rappeler la thématique pour tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, je vois beaucoup de monde connecté ce soir. Alors, je vous invite vraiment à mettre des cœurs, des likes, des émoticônes. Il y a du monde connecté. Annoncez-vous de façon à ce que je puisse vous faire une dédicace qui est déjà connectée. Donc, je vois des gens qui connaissent déjà mon public. Bonsoir, Sekou Montero qui salue Inda. Bonsoir. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, des petites salutations qu'on puisse vous annoncer. Ça fait plaisir hein, quand vous êtes aussi au rendez-vous, le public. Merci pour les cœurs. Merci pour les j'aime. Annick, alors, oui. On a besoin de te connaître pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Annick? Alors, je voulais dire, Miss Huguette, donc de m'inviter à participer à cette émission. Alors en fait, par une jeune femme congolaise. Il y a un écho. Tu entends l'écho, Hilda? Oui, j'entends l'écho. Oui, il y a un écho. Alors, on t'entend 2 fois. On m'entend 2 fois. Tu as un autre écran que tu as allumé? Un autre écran? Non. Un portable, peut-être? Un portable à côté ou quelqu'un qui suit l'émission à côté? Parce qu'on s'entend. On t'entend 2 fois. On s'entend 2 fois. Je n'ai qu'un câble et ma tablette elle est en train de charger là. Je vois pas, je pense pas que ce soit ça quoi. Alors attends. Là on entend bien. Oui, là ça va mieux on dirait. Essaye de parler. Peut-être. Allô, c'est pièce dans laquelle je trouve qui. C'est mieux. Là où tu es, si tu trouves un emplacement de l'éclairage, c'est parfait. Okay, alors on a de répondre à une des invitées qui demande, une des auditrices, quel est le thème. Donc le thème est indiqué en bas. Métis, métisseur, métisseuse, couple mixte
on va essayer d'échanger sur pas mal de thématiques concernant les revendications raciales. Voilà, où se positionnent du coup toutes les familles un peu avec les couples mixtes. Quand on parle de couples mixtes, ça englobe beaucoup de sujets, de catégories socioculturelles, la religion, la politique, la couleur de peau. Et on parlera de nationalité, d'ethnie. On va essayer très rapidement d'avancer sur cette thématique, mais sachez que vous aussi, chers auditeurs, vous faites l'émission avec nous, donc on a besoin aussi de votre retour par rapport à cette thématique. Donc Annick, avant que je puisse passer à l'introduction, peux-tu te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors voilà, est-ce que ça va? Est-ce qu'au niveau du son? Ah, c'est un petit peu revenu. Essaye de t'exprimer. Alors en fait, c'est peut-être la pièce dans laquelle je me trouve qui fait l'écho. Là, ça va mieux, là. Oui. Donc, excuse-moi, ça prend du temps. C'est petit. Il faut que tu te reconnectes. Ça sera mieux. Alors, je vais démarrer l'émission en attendant qu'elle se reconnecte pour le problème de connexion. Merci. On nous salue et nous félicite pour cette thématique. Donc, on va démarrer. Je vais faire un petit peu, justement, avec vous, chers auditeurs, auditrices, puisque vous êtes déjà au rendez-vous ce soir, un petit quiz pour voir si vous aussi, on va faire un retour vers l'histoire, si vous connaissez un petit peu l'histoire. Donc, aujourd'hui, le premier mot qu'on a mis, c'est comment les métis, les métisseuses, les métisseurs et les couples mixtes. On va avancer sur tous ces noms. Donc, le métissage, les métis. On va un petit peu revenir sur l'histoire des métis. Voilà. Selon vous, je vous demande à vous aussi, les auditeurs, les auditrices, on va commencer une question. Où a été découvert la première métisse? Est-ce que c'était un homme, une femme? Comment elle s'appelait? Si vous le savez, n'hésitez pas à l'écrire ou voilà, dites vos idées et moi je vais les indiquer sur le live. Donc, où est-ce que cette personne a été découverte et puis on l'a appelée comment? Est-ce que c'était un homme ou une femme? C'est ma première question. Donc, j'attends vos réponses. Et puis, je vais un petit peu poser aussi des questions à mes invités. C'est retour vers l'instant histoire. Selon toi, Inda, ça fait à peu près combien d'années que le métissage existe? Quelle est ta conception un peu de ce métissage? Qu'est-ce que tu en sais? Alors, le métissage, bon, je pense qu'il existe depuis… je ne veux pas me tromper, mais depuis des décennies, on va dire. Déjà à la base, le métissage. Donc, métissage, c'est pas que le noir, blanc ou déjà, on va dire, différents pays, c'est du métissage. Quand il y a une ethnie différente, c'est du métissage. Donc, je pense que ça existe depuis longtemps. Je ne me trompe pas. Bon, déjà, on est dans le bon, ça existe depuis longtemps. On va donner quand même des dates un peu plus concrètes pour pouvoir les aider, le public. J'attendais vos réponses, je vois que vous êtes connectés. Donc, on va essayer de répondre déjà à la première question. Voilà. Donc, le métissage a été découvert en Russie. La première métisse, oui, la première métisse, c'était une femme. Donc, je vais lire. C'est le fossile de cette métisse qui a été découvert dans une grotte en Russie, à Denisova, très exactement. Ça contient 50% d'ADN de Denisoviens et 50% d'ADN de Néandertaliens. Donc, les Néandertals, tout ce qu'on voilà, ça date de longtemps, alors. Ça date de longtemps. Très exactement, je vais même te le dire, cette fillette ayant vécu il y a 90 000 années. Bah voilà. C'est ce que tu disais. Et du coup, voilà, c'était un phénomène très rare. Ça a été la première métisse connue de l'histoire et on l'appela Deni. Elle s'appela Deni. Donc voilà, le métissage, les métisses sont interprétés un peu d'une manière différente selon les continents, selon les cultures. Il y a la France, il y a aux États-Unis. Aux États-Unis, à un moment donné, selon mes recherches, on disait que si on avait ne serait-ce qu'une goutte de sang noir, on se considérait noir et non métisse parce qu'ils avaient un peu une carence de noir. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus. J'essaie de regarder un peu les messages. Donc, on a beaucoup de métis. Par exemple, aux États-Unis, nous avons l'ex-président Obama qui est métis.
Voilà. Mais voilà, lui-même se considérait noir. En allant voter, il avait la possibilité de cocher sur la case blanc, métis ou noir. Il a choisi noir. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais je vais quand même vous partager. Je voudrais vous partager un petit texte. Mais je vois Annick qui me fait des signes. Annick. Alors, tu m'entends? Essaie de t'exprimer. Est-ce que ça va mieux là? Oui, il n'y a pas d'écho. Alors c'est parti, on te laisse la parole pour te présenter. C'est parti. Écoutez, merci encore Huguette. Désolée pour ce petit contretemps. Hein. La technique et moi, c'est pas tout ça. Donc en fait, voilà. Pour être clair, je suis une femme congolaise d'origine. J'ai 5 ans. Et j'ai vécu la grande partie de ma vie ici en France. Je suis arrivée à l'âge de 7 ans. J'y ai donc étudié, je me suis mariée, j'ai fait mes enfants. Et en 2007, j'ai entrepris l'écriture d'un livre sur la construction identitaire des métis qui vivent dans un environnement de blanc, donc dans un environnement européen. Et j'ai essayé de mettre en lumière un nombre de difficultés. Les difficultés, mais il y en a de façon à appeler l'attention des parents. En fait, ils accompagnent mieux leurs enfants pour éviter qu'ils développent un complexe d'infériorité. Ah, voilà. Bon, on va en parler tout au long de l'émission. Merci beaucoup pour cette introduction. On va en parler tout au long de l'émission. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, vous avez le titre qui s'affiche en bas. Donc, qu'est-ce que t'évoques à toi, Annick, cette thématique ce soir? La thématique du métissage, elle est au cœur hein, que j'ai écrit, hein, puisque le livre Les enfants noirs, métis. Je suis moi-même maman d'un métis. Donc, je suis au cœur de cette thématique qui est d'une actualité criante, parce que c'est un domaine qui est très important. De faire quelques recherches dans à laquelle tu m'as gentiment invité. Il y a encore le problème qui revient. Je pense que ça doit vraiment, pour les auditeurs, ils auront du mal à te comprendre. Tu peux essayer d'enlever les écouteurs ou il y a un problème d'écho. Alors j'enlève les écouteurs. Il y a aussi des problèmes de connexion. Avec le couvre-feu, on est certainement tous connectés. Encore. Je m'entends. Alors, attends, c'est peut-être ma fiecté qui... Non? On se reconnecte. Je t'invite à te reconnecter. C'est vraiment des paramètres d'écho. Regarde, nous avons des invités qui nous disent qu'il y a un mauvais son pour Annick. Parce que là, je m'entends. C'est pas normal. Ok, bon, écoute, je vais encore place. Reconnecte-toi, change de place, ça va le faire. Alors, Inda, je te pose la même question. Voilà, on a parlé un petit peu en introduction qu'il y a plus de 90 000 ans que voilà, la première métisse a été retrouvée. Que t'évoque le métissage selon toi? Quand est-ce que ça a apparu? Quand je parle de quand, c'est plus la date, mais sous quelles conditions? Qu'est-ce que tu en sais du métissage? Comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, le métissage existe depuis longtemps et tu me connais, hein, moi je suis quelqu'un de très positif. Dans le métissage, il y a la richesse, il y a la diversité, il y a et puis il y a la beauté, parce que le métissage, c'est la beauté aussi. Mon fils est issu du métissage aussi, donc voilà. Donc c'est chaque communauté, chaque nationalité va avoir son identité, sa richesse, sa culture, ses traditions. Et donc, quand on réussit justement à allier tout ça dans quelque chose de positif et non une contrainte, parce que malheureusement, le métissage, c'est pas facile aussi pour beaucoup. Tout dépend de la façon dont on va prendre cette différence de l'autre et si on la prend comme quelque chose de négatif ou au contraire de quelque chose de positif. Donc, on le voit, c'est difficile dans certains cas parce que il y a cette question d'identité et même le métissage. Quand tu parles, par exemple, tu vois, même au sein même d'une même communauté,
entre les différents pays, que ce soit Sénégal, que ce soit Maroc, Tunisie, Algérie, rien que ça, c'est du métissage. Mais ce sont des cultures différentes, même si c'est la même communauté, la communauté musulmane, où il y a aussi des chrétiens en Afrique, mais même si c'est la même communauté, c'est difficile des fois parce qu'il y a aussi des a priori, il y a aussi des jugements chez certaines personnes, il y a aussi du racisme, malheureusement, beaucoup de racisme. Et on se pose des questions, on se dit mais pourquoi dans la même communauté il peut y avoir du racisme? Et c'est aussi une question d'éducation, une question de spiritualité, une question de tolérance, d'ouverture vers l'autre. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose, et puis ça nous renvoie à nous-mêmes aussi, ça nous renvoie à nos peurs. Parce que c'est aussi nos peurs, les craintes. Et puis quand on a des enfants, est-ce que l'enfant va suivre soit la religion, quand c'est du métissage de religion, est-ce que l'enfant va suivre la religion de l'autre? Est-ce que au contraire, il va prendre mes pratiques ou les pratiques de l'autre? Donc tout ça, en fait, quand il n'y a pas d'enfant, ça se pose pas vraiment la question parce que voilà, c'est l'amour, c'est beau, c'est le couple. Mais au moment où il y a les enfants, c'est là où commencent même des conflits d'éducation, conflits de religion, conflits de pensée et de coutumes et de traditions. Et après, des fois, il y a aussi, est-ce qu'ils vont aller plus dans tel pays ou dans l'autre pays? Alors là, ça devient très complexe. Wow, mais c'est très complexe. Et puis, c'est là où on se dit que l'humain doit apprendre déjà à faire une introspection personnelle, de se dire, voilà, pourquoi j'ai choisi de me marier avec telle personne qui n'est pas de ma nationalité, et est-ce que justement je suis prête à faire des concessions et à prendre de l'autre tout le positif et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc tout dépend, on va dire, de la volonté de chacun, de la personnalité de chacun et de l'ouverture d'esprit de chacun. Ça aussi c'est important. Alors je vais lire aussi les commentaires de Rinkamak, merci beaucoup. On s'arrête souvent sur la couleur de la peau. Alors, de quelle couleur sont les métis selon vous? Donc, elle nous pose une question qu'on va demander aussi à nos invités. Bonsoir, c'est Mage J. Swedes. Bonsoir. Alors, je vois Annick. Annick, ça va mieux la connexion? C'est revenu, ça va mieux là. Ah là là. L'écho. En changeant de téléphone ou de tablette ou celui de ta fille emprunté ou celui demander de l'aide, on te voit très bien, mais on t'entend en écho. Essaye tes écouteurs. Est-ce que c'est parce que j'ai le volume trop haut? Allô, c'est mieux là? Essaye de parler. Vas-y, essaye. Bonjour, je suis Annick. C'est mieux? Continue. Oui, je vais commenter un tout petit peu le son. Est-ce que c'est mieux là? Tes oreillettes, essaye tes oreillettes. Je vais vous passer quand même l'introduction que je voulais vous donner. Métis, c'est au féminin. Métis, homme, métis, femme. Il vient du latin mixtitius ou mixtus, qui veut dire mélange, mélanger, mêler. Est une personne dont les parents ont des origines géographiques, culturelles ou des caractéristiques phénotypiques différentes. Voilà, ça a été au début des expériences pour les scientifiques. Tous les êtres humains sont les produits d'un mélange génétique de même nature. Si je vais dans l'étymologie, la forme métisse qui est fait moitié d'une chose, moitié d'une autre, est attestée depuis très longtemps. En 1615, le mot métis, emprunté au portugais, désigne alors une personne née de parents appartenant à des populations présentant des différences. Voilà pour l'introduction pour cette partie-là, et que on n'oublie pas que ces termes métis, notamment utilisés pour désigner de nombreux descendants de parents européens indigènes issus de la colonisation. Donc, en allant un peu plus loin, qui dit colonisation, il y a eu pas mal de viols, il y a eu des esclavages, et les Noirs, les Blancs se sont mélangés, et puis voilà. Donc, Annick, on va y arriver. Alors, je ne sais pas si toi, Nat, tu saurais répondre à la question de Lucas qui nous demande
souvent, la couleur de la peau, souvent on s'arrête à la couleur de la peau, alors de quelle couleur sont les métis selon vous? Mais cette question, je vais la poser d'abord à Annick. Avant, Annick, je te demanderai de bien vouloir te présenter. Non, présenter, tu l'as fait. On nous demande, toi-même, tu viens de dire, je suis mère d'enfants métis. Et là, une invitée nous demande de quelle couleur sont les enfants métis. Alors, qu'est-ce que tu réponds à cette question? Il y a moins d'écho. Essaye de t'exprimer. Oui, alors voilà, de savoir la couleur des métis, que c'est à eux de se positionner. Parce que ils sont tirés entre le fait d'être ou blanc ou noir. Ça peut être problématique. Est-ce que c'est mieux? L'image, top. Essaie de prendre un autre appareil, un autre PC, une autre tablette, ce sera mieux. Je vais. Super, merci beaucoup. Merci. Tout de suite. Alors, Inda, on parlait justement de tout. Moi, je vais t'emmener dans cette thématique avec des faits d'actualité aussi. Hein. Je sais que tu es quelqu'un de très ouvert par rapport à tout ça. On va revenir un peu sur l'actualité de notre pays où nous sommes, qui est la France. Voilà, il y a comme tu as dit, différentes cultures, différentes ethnies, différents pays qui gardent certaines cultures qu'ils avaient peut-être chez eux et qui les ramènent peut-être ici. Je vais te parler d'un thème que j'ai lu qui disait pas de la même origine, pas de mariage. Alors, j'ai voulu comprendre ce que la personne disait. Et oui, aujourd'hui, au 21e siècle, on entend encore des messages qui disent si la personne, en fait, une famille peut s'opposer en fait à un mariage si pour différentes causes, pour des causes multiples, soit pour la couleur qui est différente entre les deux conjoints, soit pour la nationalité, parfois c'est le même pays mais de nationalités différentes, parfois c'est des problèmes de tribu ou même de famille, des fois ils sont de la même tribu mais les familles ne s'apprécient pas, des partis politiques, de la religion. Et aujourd'hui, ces choses-là, je pense que toi, tu milites pour toutes ces choses. Ça doit être quand même très difficile pour une jeune femme ou un jeune homme qui souhaite épouser une personne et qui se retrouve dans un dilemme entre sa famille et son futur conjoint. Que choisir? Parce que on entend après voilà, on ne viendra pas à votre mariage, on ne vous restera pas en contact avec vous, on ne verra pas les enfants parce que vous n'avez pas suivi le pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On quitte pas sa famille. Donc, on préfère quitter peut-être l'amour de sa vie pour respecter les principes de la famille. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? En fait, c'est très complexe et ça dépend des individus. Ça dépend aussi de la foi de chacun, des croyances de chacun. Il faut savoir que c'est vrai ce que tu as dit, il y a certaines familles qui n'acceptent pas, et même au sein même de la même communauté, qui n'acceptent pas une personne de couleur. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir parce que de la même communauté et on n'accepte pas. Moi, en tant que naturopathe, j'ai reçu des personnes, des jeunes filles qui avaient un gros mal-être et qui ont été rejetées par le père parce qu'elle a épousé un homme de couleur alors qu'elle était de la même confession. Et en fait, c'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir dans le sens où ils sont dans la même de la même communauté. Comment peut-on rejeter une personne créée par Dieu à cause de sa couleur de peau? Et c'est là que je me dis qu'on a énormément à revoir chacun, nos croyances, mais aussi la source même de notre religion, qui n'est autre que la reliance, qui n'est autre que l'amour. Et ce qui manque à notre humanité aujourd'hui, c'est l'amour entre les êtres. Et cette tolérance, ce non-jugement. Malheureusement, aujourd'hui, on se dit croyant, mais nous avons le plus de jugement, de rejet de l'autre, d'intolérance. On ne peut pas se dire croyant si nous ne sommes pas dans l'amour et le respect de l'autre. Donc, c'est vrai que c'est très complexe, mais encore une fois, c'est une question d'éducation, c'est une question aussi d'ego et d'orgueil. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que même au sein même du même pays, il y a des villes différentes et tu as des a priori. C'est un peu comme dans certains pays africains, un peu comme Paris et Marseille. Ah non, on va pas épouser un Marseillais. Et c'est la même chose, quoi. Donc, ou même, c'est pas du même village. Non, j'accepte pas. Et c'est très difficile.
c'est très, très difficile quand les parents n'acceptent pas une relation entre deux êtres qui s'aiment. C'est un déchirement parce que à la fois tu as l'éducation et dans certaines communautés, dont la communauté musulmane et je pense les autres aussi, tu as le respect des parents qui est très important et on a besoin de la bénédiction des parents parce que tu sais très bien que quand les parents ne nous bénissent pas, malheureusement, à un moment donné, ça va casser. Ça va casser. Il va y avoir des conflits. Donc, c'est pour ça que moi, ce que j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, c'est de revenir aux fondamentaux de quel est réellement le message lorsque nous sommes dans une telle ou telle communauté où l'amour et surtout aussi la tolérance. Il manque cette tolérance. On voit aujourd'hui en France tous ces phénomènes de racisme, tous ces phénomènes de part et d'autre. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, je me dis, voilà, ce qui manque à notre humanité, c'est l'amour. Mais le véritable amour. Pas n'importe quel amour, l'amour transcendantal, l'amour inconditionnel, l'amour qui vous fera tellement rayonner que franchement, toutes vos colères, votre tristesse, toutes ces émotions négatives pourront disparaître, ne serait-ce que pour ne goûter que cet amour-là à travers un être humain qui vivra la même chose, mais dans sa foi aussi, dans sa foi. Parce que le plus important, c'est d'être en accord avec sa foi aussi. On peut pas être en dualité, parce que si je suis en dualité avec ma foi et que j'épouse quelqu'un qui, on va dire, ne me correspond pas réellement, même s'il y a de l'amour, mais il faut savoir que lorsqu'on a une éducation différente, il faut vraiment une grande tolérance, une grande ouverture, parce que sinon il y aura toujours des conflits, parce que ne serait-ce que l'éducation et les programmations qu'on nous a données depuis petite, plus l'environnement, plus la société, plus on va dire la communauté aussi, parce que alors là, ça c'est surtout le qu'est-ce que va dire les autres, le regard des autres. Alors ça aussi, malheureusement, nous sommes beaucoup dans le paraître de qu'est-ce que va dire le regard de l'autre. Donc c'est très complexe, mais à la fois, si on met beaucoup de bonne volonté, et je pense que l'amour peut dépasser justement déplacer des montagnes, faire en sorte que voilà, deux êtres qui se reconnectent, qui s'aiment, c'est quelque chose de merveilleux. Et si on le voit quand des êtres sont amoureux, et en fait, ils ont une telle énergie que ça se voit, cette lumière, ça rayonne et tout. Et que ce soit métissé, pas métissé, de couleur ou pas de couleur, de n'importe quelle nationalité, nous avons besoin d'aimer. C'est notre source. Voilà. Merci. Par rapport à ce paragraphe, je tenais quand même à rappeler quelque chose qui s'est passé dans les médias cette semaine. Donc, une adolescente qui a été tondue et battue à Besançon. Ça s'est passé par ses parents, par ses oncles et ses tantes, ses frères et ses sœurs. Tout cela parce qu'elle était musulmane et que son conjoint, son copain, son futur peut-être compagnon, mari, était serbe mais chrétien. Et comme tu viens de le dire, les conflits de religion, ça ne passait pas. Donc, pendant le confinement, elle a subi pas mal de violences. Et en tout cas, l'État était très, très ferme avec ça. Non seulement il y a eu de la prison avec sursis, mais en fait, très précipitamment, dès samedi, ils ont fait quelque chose de très fort. Il y a les parents et les frères et sœurs ont été expulsés. 5 personnes de la même famille ont été expulsées parce que voilà, l'État français a estimé que on ne pouvait pas comme ça imposer des choix sous peine parce que l'autre est de telle religion et telle religion. Et j'ai beaucoup aimé ton intervention. Comme le disent nos invités, faut vraiment prôner l'amour. La première chose doit être l'amour. Donc, on me demande où est-ce qu'ils ont été expulsés dans leur pays d'origine samedi dernier vers Sarajevo. Voilà, c'est une parenthèse, on ne revient pas sur les décisions, mais voilà, vous pouvez argumenter sur cette partie-là. Annick, est-ce que tu arrives à… Je sais que tu fais ton maximum pour être parmi nous ce soir, alors on t'écoute. Tu nous entends bien? Alors, moi, je vous entends très merveilleusement bien. Ah, super. Super. C'était le bon moment. Alors, Annick, les gens veulent savoir qu'est-ce que tu as à nous dire. Alors, moi, je sais que tu as écrit un livre. Il y a combien d'années déjà? J'ai écrit mon livre j'ai commencé à l'écrire en 2007 et je l'ai fini en 2017. Alors, de quoi parle ce livre? Quel est le titre de ce livre? Alors, ce livre s'appelle « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseils aux parents ». Alors, je peux vous en montrer ce livre.
un Oui, visuel. très bien. Voilà. Donc en fait, voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce livre-là. C'est parce que j'ai eu moi-même, je suis en position maintenant d'élever mes enfants, et je veux que mes enfants grandissent avec une estime, une estime d'elles-mêmes, un amour de ce qu'elles sont. Et j'ai senti quand même que dans la société française, avec l'histoire commune un peu compliquée qu'on a eue avec l'esclavage, la colonisation, et encore aujourd'hui parce que l'homme noir n'est pas totalement restauré, accepter l'identité noire, l'héritage noir pour les enfants métis, ça peut être compliqué. Donc, j'ai vraiment voulu écrire une espèce de guide pour les parents, pour les accompagner dans ce chemin qui est de faire grandir des petits êtres de façon à ce qu'ils deviennent des gens intelligents, beaux, heureux, fiers d'eux, fiers de leur famille, pour pouvoir apporter donc le maximum à la société dans laquelle ils décident de vivre. Et voilà, en mettant en lumière les pièges dans lesquels ils peuvent tomber s'ils ne font pas attention à un certain nombre de choses. Alors, Annick, je vais te poser quelques questions parce que c'est en rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc, toi-même, Annick, donc, tu n'es pas métisse, toi-même. Non, non, je suis pas métisse, non. Alors, tu nous as dit que tu es d'origine congolaise. Alors, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Donc, toi-même, tu as des enfants métis, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que tu es née ici? Tu es née dans ton pays d'origine? Tu es venue à quel âge? Pour qu'on puisse savoir un peu ton parcours à toi-même. Alors, moi, je suis arrivée ici en France, j'avais 7 ans. Tu étais jeune. Donc, j'étais jeune, donc j'ai fait ma scolarité sans trop me poser de questions. J'ai appris ce qu'on apprenait à l'école, et puis à un moment, j'ai eu une prise de conscience et je me suis demandé, mais et les Noirs, l'histoire des Noirs, la place des Noirs dans l'histoire du monde. Et cette question est devenue très importante à mes yeux parce que je risquais de basculer dans le rejet de ce que j'étais, de ma famille, de mon identité, de mon bagage culturel et civilisationnel, si je trouvais pas un facteur de rééquilibrage pour dire que non, les Noirs, ils sont valeureux, leur culture a autant de beauté, de dignité que la culture et l'histoire des Blancs que j'ai apprise tout au long de ma scolarité. D'accord. Mais justement, quand tu nous parles de ça, voilà, en recherchant ton identité, la comprendre, la valoriser, et après, dans ton parcours de vie, tu tombes amoureuse d'un homme blanc avec qui tu fais des enfants, tu te maries. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a un choc des cultures? Comment ça se passe? Inda, pendant que tu te dépatouilles avec ta connexion, nous a dit, le métissage, il y en a dans toutes ses formes. Et comment ça s'est passé alors? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Voilà, alors effectivement, ça fait partie des choses qui arrivent quand on grandit dans un environnement cosmopolite. On est amené à rencontrer, à aimer des gens d'une autre communauté que la nôtre. Bon, moi, mes parents n'étaient pas fermés, j'ai pas eu de directive sur la personne que je devais épouser. Mes parents, c'était plutôt les études et le mariage. Après, donc, j'ai rempli la commande, j'ai fait mes études et je suis mariée au moment où je suis arrivée donc à avoir une situation professionnelle et grandissant donc dans un environnement de blanc, tout naturellement, j'ai fréquenté les gens qui étaient dans mon entourage et c'est comme ça que je me suis mariée avec un homme blanc. Alors, justement, cette vie-là, comment ça s'est passé dans le quotidien? Est-ce que tu as senti des différences par rapport, justement, toi qui te rapprochais beaucoup aujourd'hui de ton identité à toi? Est-ce qu'il y a eu des différences? Vous avez eu des enfants? Alors en fait, si tu veux, nous en tant que Noirs qui grandissons, qui vivons dans des milieux occidentaux, on est amenés à avoir une plasticité culturelle que les Blancs qui nous entourent n'ont pas forcément. Parce que eux, ils n'ont pas le diktat de l'intégration, de l'apprentissage des cultures, de la langue, de la cuisine, de l'histoire, des valeurs de la société dans laquelle ils vivent naturellement, c'est leur bassin culturel, alors que nous, qui sommes des pièces rapportées, on est amené à faire le grand écart entre ce qu'on reçoit de la famille et ce qu'on doit recevoir de l'extérieur pour que les choses se passent au mieux. Donc, on a une plasticité culturelle que eux n'ont pas forcément. Et des fois, dans les couples, ça peut poser problème parce que, dans le fond, l'autre ne réalise pas que lui aussi doit faire sa part d'acceptation. Un peu d'exemples pour nous éclaircir un peu, un exemple typique. Des exemples concrets. Écoute, moi j'ai
enfin, sans que ce soit forcément personnel, hein, mais dans le cadre de mon travail et des témoignages que j'ai pu recevoir, il y a des couples dans lesquels le papa blanc n'accepte pas tellement que les fillettes soient coiffées comme ça. Et comme ça veut dire avec des nattes ou avec des tresses. D'accord. Alors une maman africaine, bon, qui a grandi dans la culture de la natte, de la tresse, quand elle voit sa fille commencer à avoir des cheveux, elle est très ravie, elle est très contente et elle commence à la coiffer parce que ça stimule la pousse, ça entretient, etc. Et quand on reçoit ça de plein fouet de la part de son homme, du papa de ses enfants, c'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué parce que finalement, c'est une partie de ces cultures qu'on veut transmettre et qu'on peut pas le faire sereinement parce qu'il y a le regard critique du père. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est un exemple. En mettant on revient dessus. Voilà. On va aussi parler plus particulièrement, parce que tes filles ont grandi, je pense. Aujourd'hui, tes filles métisses, elles ont quel âge? Alors, j'ai 3 filles. L'aînée a 21 ans, la cadette a 14 ans et la benjamine a 12 ans. OK. Des grandes filles, des jeunes filles, des belles femmes. Alors, aujourd'hui, dans l'éducation que vous leur avez donnée, voilà, elles sont aussi au milieu, comme tu as dit, dans ce monde cosmopolite, au milieu de tout le monde. Selon toi, quelles sont les valeurs qu'elles ont plus empruntées? Tu les sens dans quelle identité? Parce que des fois, on entend, ils sont métis, mais ils sont ni, voilà, rejetés par les blancs, rejetés par les noirs. Vous êtes ni noirs, ni blancs. Ils ne savent pas trop où se positionner. Chez les blancs, ils sont noirs. Chez les noirs, ils sont blancs. Et sinon, ils sont métis. Où est-ce qu'elles se positionnent aujourd'hui? Alors, mes filles, en fait, je pense qu'elles sont en train d'acquérir une identité très sereine. Elles se disent métisses, hein, elles se disent métisses, hein, et blanches et noires, et elles n'ont pas de problèmes particuliers. Elles ont des camarades dans toutes les communautés, mais elles ont la chance d'avoir une maman noire. C'est ce que je te disais en début d'émission. Elles ont la chance d'avoir une maman noire parce que c'est la maman qui donne la culture. D'accord? La maman donne la culture, elle donne la langue, elle donne l'affection, elle donne le goût de la vie. Hein? Donc les liens avec la maman sont très forts. Et une maman qui valorise l'identité de ses enfants dans toutes leurs composantes, c'est un cadeau fabuleux pour ses enfants. Et moi, j'ai une identité sereine parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné une identité sereine. Hein. Petite, on me complimentait sur la noirceur de ma peau, l'uniformité de mon teint, l'épaisseur de mes cheveux qui poussaient bien, qui étaient tressés, etc. Donc moi, j'ai grandi dans un environnement plein d'amour pour ce que j'étais, dans mon apparence physique, et c'est ce que je transmets aussi à mes filles. Hein, par rapport à leur teint, par rapport à leurs cheveux. Donc, je les laisse s'exprimer leur identité comme elles le veulent. Hein. Quand elles veulent avoir des cheveux nattés ou tressés, je tresse leurs cheveux. Quand elles veulent avoir des cheveux lâchés, lissés, je l'autorise aussi, qu'avec quand même des réticences parce que le lissage et ces produits-là peuvent abîmer les cheveux. Mais je les laisse développer leur identité, mais vraiment de la façon la plus sereine possible. Je les mets pas en antagonisme entre ce qu'elles sont par rapport à moi et aussi par rapport à leur famille blanche. Hein. Je leur donne juste tout ce que j'ai de positif en leur disant qu'être noir, c'est très bien, c'est aussi bien que d'être blanc ou d'une autre couleur, hein, et qu'il faut qu'elles le vivent comme une force plutôt que comme une faiblesse. Très, très bien, merci. Je vais donner la parole à Inda par rapport à cette introduction. Ça y est, Annick a vraiment réussi à rentrer dans l'émission. Tu nous parlais aussi, toi, de métissage pour ton fils. Ce métissage, il est fait comment? C'est un métissage des cultures, des origines, de peau. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Pas de peau, on va dire plus de culture et d'origine. Voilà. Je vais pas voilà, étaler parce que je garde la vie privée du père de voilà. Mais ce que je peux dire que même moi, je suis métissée parce que je suis tunisienne, mais aussi dans mes origines, il y a la Libye. Ah. Et il y a aussi le Maroc. Oui. Donc, en fait, voilà, je suis aussi un métissage. Donc,
Alors, comment ça s'est passé dans ton enfance, ce métissage de trois, comme ça, pays, avec chacune peut-être aussi des cultures différentes, ça diverge? Bah, en fait, moi, je l'ai pas ressenti trop parce que ils sont venus après s'installer en Tunisie. Et donc, ils ont eu voilà, les coutumes, les traditions tunisiennes. Mais bon, je sais, moi, que, par exemple, ma grand-mère, paix à son âme, elle allait tout le temps à Tripoli, en Libye. Elle avait ses sœurs là-bas, elle avait ses frères là-bas. Donc, elle faisait toujours ce va-et-vient. D'ailleurs, j'ai toujours voulu y aller avec elle. Mais bon, malheureusement, j'ai pas pu aller en Libye à l'époque. Mais, mais c'est vrai elles ont pris le positif de chaque endroit, chaque pays, et c'est ce qui fait aussi cette richesse. Moi, personnellement, moi, j'aime beaucoup la diversité. C'est comme par exemple, moi, j'ai jamais fait de différence entre une personne de couleur noire. C'est de toute façon, pour moi, je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse rejeter les personnes de couleur noire parce que dans ma conception des choses, mais moi, mon fils, ses petites amies, il a 4 ans, c'est que des petites filles de couleur noire. Donc voilà, j'ai une très bonne amie. Pour moi, je l'appelle toujours Miss Mali, tellement elle est d'une beauté. Voilà, et puis j'ai des enfants de cœur au Sénégal, au Burkina Faso. Pour moi, voilà, c'est ma famille. Je pense que j'ai jamais eu cette différence en réalité. Mais ça vient, voilà, malheureusement, surtout à l'époque de l'esclavage, de la colonisation, et il faut savoir que même avant l'islam, les Arabes en Arabie avaient des esclaves de couleur noire. L'esclavage, c'est pas que les Occidentaux, il faut le savoir. Il faut pas renier l'histoire. Même justement, les Arabes en Arabie, avant l'islam, avaient des esclaves de couleur noire. Et d'ailleurs, j'ai cette petite anecdote, si je peux me permettre. Il y avait un esclave, et ça, d'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps le film, un esclave qui s'appelait Bilal. Et Bilal, c'est un esclave de couleur noire, et les Arabes qui étaient polythéistes à l'époque l'ont fait beaucoup souffrir, l'ont rabaissé, l'ont martyrisé. Et au moment où il y a eu l'islam qui est venu après, eh bien, les compagnons du prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui, ont délivré, ils ont acheté Bilal. Ils ont acheté Bilal pour lui rendre sa liberté. Et ça, c'est ce qui est important justement de connaître l'histoire. Et c'est au temps du prophète de l'islam qui a libéré cet esclave Bilal. Parce que justement, ils étaient pour chaque humain doit être libre et doit avoir, en fait, les droits humains doivent être égaux. Et c'est là où, quand on ne connaît pas l'histoire, tu vois, tout ce qui se passe dans le monde, on se dit, oui, en ce moment, tout ce qui se passe, même au niveau de l'islam, on met l'image du musulman terroriste, l'image du musulman, ceci et cela. Les gens, bon, heureusement, ils sont intelligents, hein. C'est pas tout le monde qui va faire l'amalgame, mais il faut savoir que 82% des victimes du terrorisme dans le monde sont musulmans. On va revenir. Ils sont musulmans. Tu en parles, on va revenir Ben dessus, oui. on ne peut pas l'éviter. Donc, Monsieur Samuel Paty, qui était professeur d'histoire géo aux Yvelines, dans les Yvelines, voilà, un professeur de 47 ans qui a été tué, voilà, selon les médias, par un djihadiste. Et voilà, tout de suite, l'amalgame est faite. Voilà, la communauté musulmane est pointée du doigt. Encore, Ouais. il y a des gens qui font juste leur vie calmement, et puis du coup, là, il y a, voilà, sur les réseaux sociaux, sur les infos, on n'entend parler que de ça. Comment vous le vivez dans le quotidien? Comment les gens le vivent autour de toi? Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est très difficile parce que, en fait, la communauté musulmane est prise en otage dans cette histoire parce qu'elle-même, elle est dans cette souffrance. Elle est dans cette souffrance parce que lorsque réellement on connaît l'islam, malheureusement, beaucoup ne connaissent pas l'islam, hein. Même au sein même de certains musulmans, on ne connaît pas réellement l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam nous apprend à respecter l'autre, à respecter les non-musulmans comme les musulmans, à être dans la bienveillance. Le Coran, c'est quoi? Le Coran, justement, c'est la continuité de la Bible et de la Torah.
les mêmes prophètes. C'est-à-dire que les 10 commandements, l'islam, là aussi, tu ne tueras point. Si tu tues une personne, c'est comme si tu tuais toute l'humanité. Si tu sauves une personne, c'est comme si tu sauvais toute l'humanité. Donc, il faut savoir une chose, c'est que en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on demande à la communauté musulmane de s'excuser. Mais est-ce qu'on va demander, par exemple, à, je sais pas moi, un assassin qui est aussi terroriste, parce que pour moi, tous ceux qui prennent la vie sont des terroristes. Hein. Un mari qui tue sa femme est un terroriste. Le terrorisme, c'est de prendre la vie d'autrui, une personne innocente. Donc, on demande à la communauté musulmane de manifester, de participer justement. Moi, j'y étais à cette manifestation hein, pour soutenir la République, justement, ce professeur Samuel Paty, j'y étais. Mais ce que j'ai entendu m'a blessée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, vous êtes musulmane, j'ai dit oui. Après, ils m'ont dit ah, vous n'avez pas de chance. Mais pourquoi j'ai pas de chance? Au contraire, je suis contente parce que si je prône l'amour aujourd'hui et que j'ai ce discours-là, c'est parce que je suis musulmane. C'est parce que j'ai compris le véritable message de l'islam qui n'était autre que la tolérance et l'amour. Et puis, aujourd'hui, on se pose des questions. On se dit comment on peut tuer pour des caricatures? Surtout que, alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la tête de ces personnes qui tuent. C'est que on va tuer et même normalement, on n'a pas le droit de tuer, mais ils vont dire on va défendre l'honneur de notre prophète. Mais déjà, à la base, le prophète, il a besoin de personne. Il est le bien-aimé de Dieu, il a besoin de personne. Mais en plus de ça, ce sont des caricatures de Mahomet, pas de Mohammed. Mahomet, c'est le contraire de Mohammed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot Mahomet, ils ont utilisé en latin, Mahométus, mais Mahomet, ils l'ont mis dans l'Occident, ils ont dit c'est Mahomet. Mais en réalité, Mahomet veut dire le non loué de Dieu. Alors que Mohammed veut dire le loué de Dieu. Les gens, si tu comprends bien, les gens sont en train de se fâcher. Certaines personnes décident même de tuer pour quelqu'un. Ce n'est même pas la même personne dont on parle. Exactement. Et puis, ça me rappelle justement cette anecdote avec le prophète, parce qu'à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui, il y avait justement ceux qui étaient contre lui, hein, les polythéistes, qui lui avaient donné un autre nom, un autre nom qui voulait dire quelque chose de pas bien et tout. Et en fait, quelle a été la réaction du prophète de l'islam? Il s'est mis à rire et il a dit, mais en fait, il se moque de quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Et c'est là où je veux en venir, c'est que malheureusement, nous n'avons pas la sagesse et le bon comportement du prophète de l'islam. Et nous en sommes très loin, parce qu'il nous dit aussi de ne pas agir sous la colère. Parce que la colère, justement, c'est le mal qui rentre en nous. Et c'est là où on se dit, nous sommes totalement dans l'ignorance. Nous sommes totalement dans l'ignorance parce que nous n'avons pas ce comportement de sagesse et d'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin, qu'on soit chrétien, athée, bouddhiste, juif, musulman, ce qu'on veut, on a besoin de se rassembler. Pas parler de sa religion, parce qu'on en a marre, c'est intime, mais parler de spiritualité et d'amour. C'est ça, voilà. Oui. Je reviendrai dessus, merci beaucoup. Annick, justement, elle nous parlait de cette colère que certains ont, cette colère, ces revendications dans la communauté noire aussi. Il y a cette colère, tu nous as bien dit, il y a eu un moment donné dans ton enfance à toi, il y a eu cette révolte. Et aujourd'hui, ton livre, quel est l'objectif de ce livre? C'est de revendiquer quelque chose? Tu dénonces quelque chose? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Mon livre, en fait, c'est une analyse hein, sur beaucoup d'aspects hein, de la société occidentale eurocentrique, hein, le système éducatif, la place de l'homme noir, de son histoire, etc. Et si tu veux, à mon âge, et avec toutes les connaissances hein, qui sont maintenant disponibles sur l'histoire de l'homme noir, on est en colère parce que on ne dit pas la vérité à nos enfants. Hein, sur la place de l'homme noir dans l'histoire de l'humanité. Inda a parlé des Arabes, etc. Mais bon, elle parle aussi avec le niveau de connaissance qui est le sien. Mais nous, on a dépassé ça et on sait que les Arabes, les premiers Arabes, c'était des hommes noirs. Et on sait que les Noirs sont à l'origine de toutes les civilisations du monde et que eux, probablement, sont le fruit d'un métissage. Et tout à l'heure, vous le disiez en début d'émission, la première métisse, c'était avec un néandertalien
et un Homo sapiens. Tout à Et fait. maintenant, on sait très bien que les Homo sapiens, ce sont les Noirs africains. Et les Néandertaliens sont une autre souche de l'humanité parce que les négro-africains n'ont pas de gène de Néandertal. D'accord. Mais là, tu vois, tu as quelque chose par rapport à l'éducation. Qu'est-ce que tu reproches à l'éducation française par rapport à l'éducation qu'ils apportent? Il y a une différence en termes de scolarité pour les enfants blancs et les enfants métis et noirs? Oui, parce que l'histoire du noir, elle est totalement occultée. L'homme noir ne rentre dans l'histoire des Occidentaux qu'en tant que esclave et colonisé. On ne présente pas l'homme noir en tant que conquérant. Les premières civilisations étaient noires, la civilisation égyptienne, babylonienne, les Mésopotamiens, les Phéniciens, tous ces gens-là étaient des noirs et ça c'est occulté aux enfants. Les morts qui ont déferlé en Afrique, enfin en Espagne et qui sont montés jusqu'à Poitiers, c'était des noirs. Maoro, ça veut dire noir. Ce sont des hommes noirs. La civilisation mauresque, ce sont des noirs. Bronqués où on ne donne qu'une petite partie sans mettre en… On dit pas la vérité aux enfants. On ne dit pas leur vérité aux enfants. L'enfant noir n'est pas restauré dans la réalité de son histoire, de sa participation dans l'histoire de l'humanité, dans l'avancement de l'humanité. Et à cause de ça, il développe des complexes d'infériorité. Et ça, c'est le système scolaire qui permet ça. Parce que c'est une politique, c'est volontaire. Ils veulent pas que les enfants noirs accèdent à la connaissance de leur véritable identité, de leur véritable histoire, de peur qu'ils reprennent pouvoir sur leur destin. Et ça, c'est ce que je reproche au système éducatif français et à la société française en général, aux élites. Hein. Je parle pas des individus qu'on côtoie, qui subissent comme nous ces programmes scolaires. Moi, je parle des élites qui ont vraiment une volonté de cacher les choses, et ça, c'est problématique. L'ONU a aussi, dans une résolution, appelé les États à restaurer les personnes d'ascendance africaine dans leur véritable histoire. Véritable histoire. Donc, ça veut bien dire que les histoires sont cachées, et que la vraie histoire n'est pas racontée. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'Annick est en train de nous partager? Je ne sais pas, tu peux intervenir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et il faut expliquer l'histoire aux enfants et surtout mettre en avant justement ce qu'elle vient de dire, parce que justement, c'est une experte. Elle a fait ses recherches à travers son livre. Elle a fait énormément de recherches et elle a tout à fait raison. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une société qui dévalorise énormément, que ce soit les personnes de couleur noire ou que ce soit aussi les religions différentes. Et on essaye justement de casser l'image de chacun alors qu'il faut valoriser. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup d'enfants de couleur noire ou même ici de l'immigration ont ce complexe, ont ce mal-être déjà à la base. Même s'ils sont nés en France, eh bien, ils vont se voir comme en fait des personnes différentes, justement, qui ne sont pas acceptées à la France. Donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose de difficile, et que l'histoire est très importante. Il faut dire la vérité aux enfants. Il faut qu'ils grandissent justement avec cette fierté de l'histoire, cette fierté de ces grands hommes, comme justement même au niveau des guerres, les tirailleurs sénégalais, voilà, ils sont là, ils sont une richesse. Moi j'aime beaucoup l'Afrique de toute façon. Je suis une amoureuse de l'Afrique. Le Maghreb fait partie de l'Afrique, mais bon, je crois que je suis amoureuse de l'Afrique et de ses populations. Et mon rêve, c'est de pouvoir justement avec mon association Inaya sans frontières, c'est vraiment d'aider l'Afrique. Est-ce que économiquement elle puisse se relever, parce que toutes les richesses sont là-bas. Et puis la population est jeune, mais elle a juste besoin justement d'être aidée, et puis qu'il y ait plus d'entreprises qui puissent aller là-bas en Afrique et de leur dire, voilà, ces jeunes, mais vous êtes merveilleux, vous faites partie justement des richesses de ce monde, et ne surtout pas avoir honte de sa couleur de peau, bien au contraire. Ok, merci beaucoup. Et par rapport aux revendications, comme le dit Annick, que l'histoire n'est pas racontée à sa juste valeur, dans son intégralité, l'histoire, comment restaurer cette histoire dans le programme scolaire? Est-ce qu'il y a une possibilité? Quelles sont, toi, tes clés, tes solutions, tes propositions? Ou est-ce qu'il faut tout simplement que les parents apportent cette vraie connaissance aux enfants à la maison? Qu'est-ce que toi, tu proposes?
En fait, c'est très complexe parce que là, ce serait arrivé, c'est surtout au niveau gouvernemental, c'est surtout au niveau des gouvernements, de l'éducation, du ministère de l'Éducation, où il faudrait remettre l'histoire, la véritable histoire au niveau des manuels scolaires. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui sont faussées. Donc, il faudrait faire un travail comme ce qu'a fait Annick et beaucoup d'historiens, de vraiment chercher à la source la vérité et ensuite faire comme Annick, écrire des livres sur la réalité des choses au niveau des histoires, de la vérité et puis de les transmettre. Parce que après, encore une fois, c'est beaucoup de lois, c'est beaucoup de combats. Rétablir l'histoire avec des personnes qui ne veulent pas trop parler de l'histoire de la colonisation ou même de l'histoire justement des richesses des civilisations anciennes, comme on parlait de l'Égypte, justement, où il y avait les populations de couleur noire et toute cette richesse de ces grands hommes, malheureusement, on n'en parle pas. On n'en parle pas, ou alors heureusement qu'il y a des chaînes comme Arte qui en parlent et qui font des documentaires dessus. Et je pense que aujourd'hui, ça c'est important. Voilà, remettre l'histoire, la vérité, et puis voilà, c'est un patrimoine, c'est une richesse, et puis nos enfants ont besoin de connaître leur histoire et puis de se sentir fiers. Voilà, c'est surtout ça. Okay, merci beaucoup. Je vois beaucoup de monde connecté, je vois beaucoup de bonsoir de Guetta, la coach Guetta, monsieur Ghislain Calou, je vous salue aussi. Mais n'hésitez pas à échanger avec nous si vous êtes d'accord, si vous avez quelque chose à apporter dans ce débat. Je partagerai aussi tous vos commentaires. Annick, donc on va poursuivre. Au-delà de voilà cette différence dans l'école, est-ce qu'il y a d'autres points dans ton livre qu'on pourrait entendre un petit peu, parce que l'heure avance, mais quelles sont les thématiques que tu as décrites dans ton livre? Quels sont les sous-titres, les sous-thèmes qu'on puisse essayer aussi de te poser des questions par rapport à ça, parce que c'est vraiment en rapport avec notre émission d'aujourd'hui, qui est comment les métis, les métisseurs, les métisseuses et les couples mixtes vivent cette période de revendication. Et Inda nous a dit, hein, nous sommes tous métis d'une certaine manière, notre père est de telle contrée, notre mère de telle contrée. Je salue ma coach spirituelle, le pasteur Nicole Kassongo Kamanda, une femme voilà qui est très très ouverte, pasteur oui, mais très ouverte dans ce genre de thématiques. Un grand merci pasteur Nicole pour ton passage voilà sur le live. Alors Annick, quels sont les sous-thèmes que tu abordes dans ton livre? Alors en fait, c'est un livre où j'ai voulu quand même, avant d'envisager l'éducation des enfants, il faut déjà qu'en tant qu'adulte, on fasse le point sur sa propre identité, savoir où on en est, si on est bien dans sa peau, si on n'a pas des complexes et si on n'a pas en nous des choses qui freinent notre propre épanouissement, si on n'a pas des failles, des blessures narcissiques qu'on a ressentis, qui nous ont été infligés quand on était jeunes et qu'on n'a pas réussi à résoudre, avant de pouvoir aider les enfants à avoir une construction identitaire positive. C'est pour ça que j'invite les parents à faire leur bilan identitaire, savoir déjà où ils en sont. Quand ils sont victimes de racisme, comment ils réagissent, Et dans mon livre, j'ai listé les différents types de comportements que les parents peuvent avoir, la colère, l'abattement, l'indifférence, la fuite. Une fois que le parent a fait son bilan identitaire et qu'il a décelé ses failles, il peut envisager de faire le bilan identitaire de son enfant. Parce que quand le bébé il naît, il est tout petit, il exprime pas, il parle pas par la parole, donc on peut pas vraiment savoir où il en est. Mais dès qu'il commence à émettre des mots, à se dessiner lui-même, comment il se représente, est-ce qu'il vit bien sa couleur, ce sont des choses que l'enfant nous donne. C'est une forme de communication qu'il faut être capable d'analyser. Comment est-ce que l'enfant réagit par rapport à sa parentèle? Est-ce qu'il est différent quand ce sont les parents blancs ou quand ce sont les parents noirs? Donc tout ça, ce sont des éléments qui permettent de voir si l'enfant est en train de faire une construction positive au niveau de son identité. Et si c'est le cas, tant mieux. Et si c'est pas le cas, j'ai abordé dans mon livre un certain nombre de thématiques et de conseils pour pouvoir consolider, pour éviter que les failles ne s'installent et que l'enfant commence à grandir avec vraiment beaucoup de difficultés, compte tenu donc du contexte scolaire que
que j'ai évoqué, parce que le petit, il grandit, mais il n'y a pas de héros noir positif dans les livres, à la télévision. Donc, il le prend de plein fouet. Pour lui, c'est une violence. Il se dit, mais ils sont où les gens qui sont comme moi? Hein? Donc, le parent doit être très, très vigilant parce que quand l'enfant a 15, 16, 17, 18 ans, eh ben, en fait, c'est trop tard. Les failles, elles sont là, les complexes, ils sont là. Et quand un enfant, il est complexé, ben, c'est un enfant qui ne bâtit pas des projets d'avenir aussi grands que les projets de l'enfant qui est bien dans sa peau, qui croit en lui, qui croit en la vie. Donc, voilà. Mais justement, par rapport à ce déséquilibre que tu nous parles, je vais revenir un petit peu sur la couleur de peau que tu as évoquée. Aujourd'hui, on parle aussi, dans tout ce qu'on vient de mettre en sous-titre, nous parlons, voilà, pasteur Nicole qui confirme, exact, pas de héros noirs. Alors, on nous parle aussi de colorisme. Le colorisme, c'est le fait de valoriser les couleurs. Alors, il y a un écho qui revient, Nick. Ah, c'est pas moi. C'est vrai? Bon, le micro d'Inda est coupé. On va essayer de faire avec. Le colorisme, le fait en fait de mettre des couleurs, dissocier vraiment des couleurs de plus en plus claires, foncées, etc. Et aujourd'hui, on est là à quand même pointer du doigt les autres, voilà, en disant voilà, ils nous font ci, ils nous font ça, etc. Mais même entre nous, j'entends beaucoup de retours de femmes qui me disent mon mari m'a quitté pour une femme beaucoup plus claire, mon mari me demande même d'éclaircir ma peau, etc. Donc si nous-mêmes, là je vais parler peut-être dans plusieurs communautés, on joue à ce jeu-là d'avoir des complexes en termes de voilà la couleur de peau, etc. Tu es consciente de ça, que même dans la communauté africaine, on peut dire mais toi tu es très noir par rapport à l'autre qui est noir clair, des critères qui n'ont pas d'importance en fait. Et on commence nous-mêmes à se mettre des barrières, des complexes, vouloir ressembler aux autres. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'on va pas te les voisins. Oui, non, mais c'est les thématiques que j'ai abordées dans mon livre parce que l'idée, c'était pas simplement de se positionner en tant que victime. Les Blancs nous ont fait ça, ils ont été méchants, très méchants avec nous. C'est qu'est-ce que nous, on a gardé de cette expérience négative et qu'on continue à cultiver. Et le colorisme est une problématique qui est persistante dans notre communauté où on hiérarchise, on se hiérarchise selon la couleur de sa peau. Dans beaucoup de pays africains, être belle est égal à être claire. Il faut être clair pour être belle. Parfaitement, c'est aussi le cas aux Antilles, c'est aussi le cas en Amérique. Le colorisme, c'est un état d'esprit que nous avons et que nous continuons à cultiver et que nous voulons pas remettre en question et que nous transmettons à nos enfants. Le colorisme, la valorisation des cheveux souples, la valorisation des traits fins, dits européens. Donc tout ça, ce sont des choses que nous gardons en nous et sur lesquelles nous voulons pas travailler et que nous transmettons à nos enfants. Donc moi, dans mon livre, je n'ai pas voulu faire dans la victimisation. Je pense qu'il est temps maintenant de se responsabiliser, de se regarder en face et de dire ça va pas. Mais ce qui ne va pas, c'est pas forcément à l'extérieur. L'extérieur, on sait ce qu'il est. Hein. Mais qu'est-ce qui, dans ma maison, fait que mon enfant va grandir avec des complexes? Est-ce que moi, j'ai des discours, j'ai des attitudes, je fais des comparaisons, je fais des hiérarchies, sans même m'en rendre compte parce que c'est tellement ancré dans nos cultures que on balance les choses sans même s'en rendre compte et qui sont des choses qui blessent nos enfants au plus haut point. Nous, au Congo, on a une insulte, Moyindo loko la masoko anzungu. Tu connais cette expression? Traduction? Cette traduction, ça veut dire noir comme le cul d'une casserole. C'est fin, vraiment très fin, mais pourtant ça fait partie des choses qu'on peut se dire. Hein. La noirceur n'est pas valorisée à sa juste valeur et les enfants qui sont très noirs le vivent très difficilement. Hein. Donc ça fait partie des problématiques que nous avons et qu'il va falloir regarder en face pour pouvoir les régler de façon à ce qu'on ne les transmette pas à nos enfants. Et ça, c'est tout ce travail d'autocritique et de réflexion, hein, et d'introspection que j'ai fait dans mon livre et que j'invite les parents à faire pour justement ne pas transmettre ce bagage
de mépris de soi à ses enfants. Parce que si à la maison, déjà ces choses ne sont pas clarifiées, apaisées, comment est-ce qu'il va pouvoir, avec ce bagage lourd qui prend de la maison, affronter les attaques de l'extérieur sur son identité, sa couleur, la texture de ses cheveux, ses capacités intellectuelles? J'ai lu dans un reportage très, très express qu'il était dit, concernant les couples mixtes, qu'il y a des couples de mariage, couples mixtes, mais c'est très, très rare de les voir finir leur vie ensemble. Il y a le taux de divorce des couples mixtes est très élevé. Je ne sais pas si tu peux confirmer ça, Annick, si tu le constates. Est-ce que tu vois beaucoup de couples mixtes vieillir ensemble, rester ensemble sur la durée? Écoute, l'aventure conjugale est très difficile, hein. Ça fait partie des choses. Voilà, on ne peut que le constater, le déplorer. Encore plus à notre époque où toutes les valeurs qui faisaient que le couple, la société se maintiennent sont remises en question. Donc les couples sont chahutés, les familles sont chahutées, et les couples mixtes aussi sont beaucoup chahutés dans une période de revendication. Hein, parce que l'homme noir, mon analyse s'est concentrée sur les gens de ma communauté, hein, et donc l'homme noir, son image n'est pas restaurée. Hein. À côté de ça, l'homme blanc, la femme blanche continue à développer un certain nombre de préjugés dans sa perception de son partenaire, même si il y a de l'amour. La réussite d'un couple ne se fonde pas que sur l'amour. Il faut du respect, il faut de l'acceptation de l'autre, et l'acceptation et de la connaissance aussi de l'autre. Parfois dans les couples mixtes, je le disais, les Noirs, nous on a une plasticité, on a un temps d'avance parce qu'on connaît leur culture, leur langue, etc. Mais en face, on n'a pas forcément la volonté de connaître la culture de l'autre, la langue, la valoriser au même titre. Donc non, les couples mixtes sont effectivement très challengés et c'est très difficile, sans compter que l'environnement familial, élargi, peut être aussi des facteurs de perturbation dans le couple, hein, qui font que, oui, effectivement, le taux de divorce semble être très, très élevé dans les couples mixtes et très peu finissent leur vie ensemble. Moi, j'ai lu un article qui dit que le couple mixte, alors on généralise pas tout le monde, mais ce qui était dit au départ, il y avait beaucoup de fantasmes parce que c'était quelque chose que peut-être le blanc ne connaissait pas vraiment le noir, la couleur noire. L'autre personne aussi ne connaissait pas. C'est envie de découvrir, de savoir qu'est-ce qui se cache derrière l'autre. Il y avait des pensées, hein, sur certaines choses, des mythes. Même dans les anciens temps, quand on découvrait une femme noire, on l'exposait, voilà, avec ses formes, ses rondeurs. Donc, il y a un peu des mythes, des fantasmes. Est-ce que toi, selon toi, il y a encore tous ces schémas-là qui existent encore, qui sont encore ancrés dans les têtes? Oui, ces schémas sont encore d'actualité. Tant que l'homme noir n'est pas restauré dans son identité, dans sa valeur, dans l'apport qu'il a fait aux civilisations, il va continuer à rester un fantasme sexuel. Donc, dans une époque, dans une société où les unions se fondent sur le sentiment, sur l'émotion, le fantasme, il a toute sa place. Le fantasme a toute sa place et on peut vouloir fréquenter une personne d'une autre couleur, moins par rapport à sa valeur intrinsèque, par exemple, que par rapport à l'imagerie qu'il évoque, les belles formes, les belles fesses. Et pour les hommes, bon, je rentrerai pas dans les détails, mais vous savez de quoi je parle. Donc voilà, quand les gens ne sont pas amenés à avoir une réflexion très poussée sur ce qui est l'engagement, etc., mais c'est à ce niveau-là que les choses se passent, hein. Et malheureusement, ce sont les préjugés de l'histoire qui continuent encore à motiver certains engagements, alors que ça devrait pas. Hélas. Bonsoir, papy original Sita Mananga. Bonsoir. Alors, tu as Pasteur Nicole qui vraiment te félicite, qui te dit très belle analyse. Voilà. N'hésitez pas, des cœurs, des likes pour continuer à dynamiser l'émission. Inda. Alors, Inda, tout à l'heure, tu nous disais, voilà, faut mettre de la tolérance, etc. Mais où on se situe? Alors, il y a
voilà, comme dit Annick, il faut plus se taire, il faut pas se victimiser. Et d'un autre côté, tu nous dis, il faut pas non plus aller à l'extrême, il faut pas commencer à tuer. De toute façon, il y a aucune religion qui, je pense, autorise comme ça de se lever et commencer à tuer les gens, voilà, sans cause, voilà, peu importe la raison, on ne fait pas sa loi soi-même. Mais alors, quel est le juste milieu? Comment les gens doivent se positionner entre victimes et entre frustration, entre trop c'est trop? Comment ils doivent vivre dans cette société? Moi, je suis de nouveau d'accord avec Annick. Parce qu'en fait, justement, je suis partisane de dire que stop, 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 arrêtons de nous victimiser et il faut se responsabiliser et surtout faire une introspection. Si on veut que le monde change, il faut se changer soi-même. Faut arrêter de se dire non, si je réussis pas, c'est parce que je suis telle origine, telle couleur de peau, ou j'ai tel prénom et c'est pour ça. Parce qu'en réalité, si je pense comme ça, je vais me conditionner comme ça. Et si je me conditionne comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, dans des quartiers, à zone prioritaire, d'éducation prioritaire, qui nous disent, j'envoie des CV, on ne me répond pas. Il y a le département qui compte, il y a le nom de famille de la personne qui compte. Est-ce que ça existe vraiment, ce genre de discrimination ou pas? Bien sûr, ça existe vraiment. Mais après, encore une fois, moi, je suis issue de ces quartiers-là. Moi, je suis issue de ces quartiers défavorisés où j'ai grandi, où c'était vraiment très difficile, où malheureusement, bon, j'ai vu des choses horribles. Hein. En étant petite, j'ai vu des choses horribles. Des jeunes se droguer, des jeunes se suicider. J'ai vu des morts devant moi alors que j'étais toute petite. Donc oui, ça existe. Bien sûr, ça existe. Et puis quand on est dans ces quartiers-là, en fait, on est tellement dans ce système de discrimination que on se programme comme ça. On nous programme, on nous conditionne comme ça, où nous sommes rejetés de la société parce que justement nous faisons partie de ces quartiers-là et tout. Mais après, c'est une force de caractère. Moi aussi, je me dis, j'ai grandi dans ces quartiers-là, je me suis dit, voilà, j'ai deux solutions. Soit je fais comme ces jeunes qui sont dans la victimisation et se détruisent avec la drogue, l'alcool ou d'autres conneries, ou soit je décide de faire mes études et de montrer au monde que je peux y arriver. Eh bien, en fait, j'ai une petite anecdote aussi. Moi, j'aime beaucoup les petites anecdotes. Quand j'ai passé mon bac mon bac sciences économiques et sociales, je l'ai passé donc, je me rappelle, la première fois, je l'ai raté. Et je me rappellerai toujours de la tête de mon proviseur qui m'a regardé, qui s'est moqué de moi en me disant de toute façon, comme vous finirez que femme de ménage. Je n'ai rien contre les femmes de ménage, mais en fait, il s'est moqué de moi. Mais le fait qu'il se soit moqué de moi m'a donné la force et la niaque pour, en fait, repasser. Donc, j'ai repassé après mon bac, je l'ai repassé en candidat libre aussi. Donc, et je l'ai eu. Donc, j'ai eu mon bac sciences économiques et sociales. Et ensuite, j'ai fait des études en pharmacie, donc en tant que préparatrice en pharmacie. Et quand j'ai eu mon diplôme, donc mes 2 diplômes, je suis retournée là-bas et j'ai dit merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai réussi mes études. C'est ça. Je voulais pas me victimiser et j'ai dit hors de question de me victimiser. Et donc voilà. Et je suis partisane toujours de donner ce discours aux jeunes. Non, c'est pas parce que vous avez tel nom. Et puis aujourd'hui, on a cette chance où on peut être entrepreneur, où on peut être chef d'entreprise. Et puis, à nous de se lancer. On a notre place et voilà, il faut le montrer. Et puis, c'est tout. Waouh, bravo pour cette anecdote. Bravo. Annick, toi-même, est-ce que tu as réussi à surmonter tous ces préjugés en termes d'études, en termes de travail? Est-ce que toi-même, tu as vécu dans un quartier, on va dire, défavorisé, caractère, zone prioritaire? Oui, enfin, bon, déjà, bravo pour Inda, c'est vraiment très bien. C'est très bien de bloquer toutes les prophéties négatives que les gens peuvent faire sur toi pour t'empêcher d'avancer dans la vie. Et la meilleure revanche, justement, c'est de réussir. Donc, c'est vraiment bravo. Donc, non, moi, j'ai grandi dans un milieu populaire, quartier de cité en banlieue est de Paris. J'ai 52 ans maintenant et on assiste à une dégradation mais incompréhensible du climat social, du milieu scolaire. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Quand on était collégien, lycéen, on était noirs, juifs, arabes, chinois, musulmans. Mais
on était ensemble en cours, on rigolait, on apprenait nos cours, on passait nos épreuves, etc. Mais personne ne savait qui croyait en quoi. Enfin, la religion, c'était vraiment quelque chose de la sphère privée. Elle n'était pas un facteur d'identification, et elle n'était surtout pas un facteur de lutte, de contestation ou d'agression. On se respectait parce que tout naturellement, les gens, quand ils grandissent ensemble, ils apprennent à se connaître et à se respecter. On passe des épreuves ensemble, on passe des examens. L'arabe peut avoir 18, le noir 19, le petit français peut avoir 10, et se rend compte que finalement, il n'était pas supérieur à ses petits camarades, contrairement à ce que à la maison on veut bien le faire croire, ou que son histoire lui ferait croire une supériorité de l'homme blanc. Donc nous, on a grandi à cette époque, on n'avait pas ce problème. Je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé dans la société française pour qu'on en arrive à ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça, cette dérive, moi, je l'ai constaté déjà à l'époque de ma fille qui a 21 ans maintenant, Oui. où l'identité raciale, religieuse devenait un sujet dans les écoles primaires. Et je l'explique dans mon livre, tous ces choses-là, parce que j'ai essayé d'être très, très fine dans l'analyse du comportement et des discours de mes filles pour mieux voir les problématiques, pour pouvoir donner des solutions adaptées. Donc, il faut être très à l'écoute de ces enfants. Donc, c'est des choses, il y a un glissement. Et ça, c'est la faute des élites. C'est pas la faute des populations, c'est la faute des élites qui ont emmené dans le terrain public, scolaire, des problématiques qui détruisent plutôt que construisent les sociétés, qui désagrègent plutôt que fédèrent les gens ensemble. D'accord? Moi, je vois ce qui se passe actuellement concernant ces caricatures, mais bon, c'est évident qu'on ne tue pas. Voilà, on est d'accord avec Kinda, toutes les religions, on ne tue pas, hein, même si on t'insulte, etc. On ne tue pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que il y a un consensus pour qu'on se reconnaisse dans les caricatures de Charlie Hebdo, mais qui sont d'une vulgarité, mais sans nom. Et ça, c'est depuis toujours. Hein. Et je comprends pas que la culture française que j'ai connue, parce que je l'ai étudiée, dans laquelle il y a vraiment des choses très jolies, on peut se moquer en étant subtil. Je pense par exemple aux fables de La Fontaine, qui faisaient des satires sociales, qui étaient très fines et qui portaient, qui avaient le même impact. Hein, en tout cas un impact fort pour critiquer ce qui allait pas dans la société, plutôt que de montrer des choses aussi abjectes, que ça concerne le prophète Mahomet ou n'importe quel autre leader religieux, mais c'est choquant. Pour toi, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Non, ça n'a pas lieu d'être. Pour élever les gens, élever l'esprit des enfants, mais on les rabaisse pas à ce niveau-là. Parce que nous, à notre époque, Charlie Hebdo, ça existait déjà. Hein. Les gens, ils achetaient les magazines pour regarder selon leur tournure d'esprit ou leur appétence, mais c'est pas quelque chose qui était donné en programme pour les enfants. Franchement, c'est quoi? C'est quoi le programme? Liberté d'expression. Oui, enfin, la liberté d'expression. Si c'est se limiter à se moquer des gens, à manquer de respect, moi je comprends pas. Je ne comprends absolument pas. La culture française a été capable de choses beaucoup plus jolies, et pour élever l'esprit des enfants qu'on élève, il vaut mieux leur proposer des choses qui soient jolies, hein, même si elles peuvent être caricaturales, mais dans l'esprit, dans la tournure, pour dire des vérités sans forcément blesser les gens, humilier les gens. Là, on assiste vraiment à un mépris de tout ce qui est valeur religieuse, hein, quelle qu'elle soit, hein, parce que bon, de toute façon, apparemment, Charlie, il se moque de tout le monde, et quelque part, ça n'élève pas la société, et ça ne va pas élever le niveau intellectuel, spirituel et affectif, hein, des jeunes, parce que encore des clivages, voilà, c'est des choses qui vont blesser, séparer plutôt que unir et consolider, quoi. En tout cas, merci. Quoi qu'il en soit, je suis aussi d'accord. En tout cas, effectivement, la liberté d'expression
oui, mais on n'oubliera jamais quand même que la liberté de l'un s'arrête aussi là, dans le respect de l'autre. Je ne vais pas ouvrir la porte de mon voisin et commencer à crier chez lui. Il faut aussi respecter comme on le fait dans le voisinage. On doit respecter aussi les autres. Mais bon, ça c'est aussi un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, nous devons retenir quelque chose, peu importe ce que l'autre fait. On n'a pas le droit comme ça d'ôter la vie à quelqu'un. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Ça, il faut le dénoncer quand même. Il faut plus que ça se reproduise. Cet homme était un père de famille, etc. Toute cette haine, cette violence, parce qu'on le voit, le déchaînement de violence que ça a créé, les médias qui restent dessus, faut pas de minimiser, mais du coup, ça crée quelque chose de vraiment pas bien. Annie, très rapidement, parce qu'on devra rendre l'antenne tout à l'heure, du coup, tes enfants, par rapport à tout ce qui se passe là, il y a eu pendant le Covid, le confinement, il y a eu George Floyd qui a été étouffé par un policier blanc, c'était un homme noir, il y a ça, il y a eu tellement de choses qui se sont passées ces dernières années. Comment est-ce qu'est-ce qu'elles te disent, elles, lorsqu'elles voient toutes ces choses arriver? Alors, moi, j'essaie vraiment d'éduquer mes enfants pour prendre beaucoup de distance par rapport au discours médiatique, aux affaires médiatiques, surmédiatisées qui nous sont présentées parce que elles visent plus à manipuler les gens qu'à réellement les informer. D'accord. Donc voilà, quand il y a des actualités brûlantes comme ça, dont on entend beaucoup parler, on essaie de savoir pourquoi on en parle tellement. Est-ce que ça sert un agenda, Est-ce que ça sert un agenda, ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Et de toute façon, c'est toujours l'occasion donc de redire les fondamentaux. On ne tue pas. Il faut respecter les gens, même si on partage pas leurs croyances. On les respecte, on va pas les attaquer ou les atteindre dans ce qu'elles estiment le plus sacré. Voilà, c'est la bonne entente, c'est le respect mutuel. La vie, l'histoire moderne fait que on est obligé de cohabiter, de partager des espaces. Il faut le faire de façon intelligente. En étant en France, on a souvent le sentiment que en tant qu'étranger, qu'on soit subsahárien ou au-dessus du Sahara, qu'on ait des intrus, mais les Français doivent aussi savoir qu'il y a beaucoup de Français à l'étranger, qu'ils ont beaucoup de communautés, des expatriés, des intérêts économiques aussi dans d'autres pays, et que ils doivent aussi respecter les autres qui sont chez eux pour que ceux qui sont à l'étranger soient aussi respectés, c'est ce qui est le cas. Voilà, donc on vit dans un monde où il y a un peu de tout chez tout le monde. Donc il faut apprendre à vivre ensemble dans le respect. C'est aussi simple que ça. Très très bien, merci. Inda, avant de passer à la conclusion, parce qu'on va bientôt se quitter, justement, souvent, ce que j'entends, et je l'ai lu dans les commentaires, oui, mais je vais être un peu brut, comme ils le disent, les Noirs n'aiment pas les Arabes n'aiment pas les Noirs, donc on va laisser un peu les Blancs. Qu'est-ce qui se passe si vous dites que, tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes tous africains, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette intolérance entre nous? Pourquoi c'est quoi? C'est selon parce que ça peut être même comme tu l'as dit en début d'émission, il peut avoir un noir musulman et un arabe musulman, comme ça peut être deux religions différentes, parce que il y en a d'autres qui sont chrétiens, juifs, peu importe la religion qu'ils ont choisie. Pourquoi ces conflits? On voit certains, peut-être des Africains qui, pour essayer de migrer en France, passent par des pays comme le Maroc, la Turquie et tant d'autres pays, et on entend beaucoup de souffrances. Tu l'avais dit aussi tout à l'heure, ils sont pris comme des esclaves par moment, tués, etc. Il y a pas mal de massacres. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est une très bonne question. Il faudrait vraiment analyser en profondeur pourquoi justement on en arrive là. Mais encore une fois, c'est une question aussi d'éducation, de tolérance. Chaque personne est différente. Et puis c'est aussi une question de vécu.
Il y a des personnes, par exemple, qui vont faire des amalgames, qui vont avoir une altercation avec une personne, par exemple, de couleur noire ou maghrébine, et qui vont mettre tout le monde dans le même sac. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On met tout le monde dans le même sac. Ah, de toute façon, regardez, les Noirs, ils sont comme ça. Ah, les Arabes, ils sont comme ça. Ah, les Maghrébins, ils sont comme ça. Donc, en fait, on va mettre tout le monde dans le même sac. Mais c'est multifactoriel. On ne peut pas donner une seule définition parce qu'en réalité, ce serait mon expérience. Mais il y a tellement comment dire, de facteurs. Mais c'est beaucoup du conditionnement. C'est un peu comme les médias qui conditionnent et qui répètent. C'est un peu des manières hypnotiques pour que ça rentre, du bourrage de crâne, pour que ça rentre dans la tête, pour que les uns et les autres se détestent. Donc, il y a aussi cette responsabilité aussi des médias, il y a la responsabilité des parents, il y a la responsabilité de la société, il y a la responsabilité des communautés, il y a toute une responsabilité. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est toute une remise. On doit tout refaire. On doit tout refaire. C'est-à-dire, il y a une remise en question totale à faire pour chaque être humain. Pourquoi je suis raciste? Pourquoi j'aime pas une personne de couleur noire ou alors telle personne? Qu'est-ce qui fait que dans mon vécu, ou même parfois on parle de mémoire transgénérationnelle, et des fois, justement, ce sont des mémoires transgénérationnelles transmises par des ancêtres qui ont vécu les guerres, qui ont vécu la colonisation, qui ont vécu justement des situations traumatisantes. Donc là aussi, on porte ces qui sont les gardes de génération en génération. Exactement, bien sûr, on garde de génération en génération. C'est inscrit dans ce patrimoine, on va dire, cellulaire, génétique et au niveau psychique, inconscient. Déjà, même la conscience collective, elle est chargée de toutes ces énergies, de toutes ces mémoires, de ces guerres qui s'est passées dans le monde, dans l'humanité. Donc aujourd'hui, ce qui serait important de dire, c'est pourquoi nous en sommes à cette haine de l'autre. Mais en réalité, l'autre n'est autre que mon miroir. Qu'est-ce que moi, je dois travailler en moi? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Mon intolérance, mon manque de compassion, mon manque d'empathie, mon manque de respect. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de valeurs. Les valeurs, avant, c'était des valeurs tellement fortes qu'on respectait. Il y avait même au niveau de la France, liberté, égalité, fraternité voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus ces valeurs. Il y a cette perte de valeur. C'est comme la liberté d'expression, c'est 2 poids, 2 mesures. Alors, tout dépend de quelle communauté va critiquer l'autre, parce que si c'est telle communauté qui va critiquer, on va lui taper dessus, et si c'est les autres qui sont islamophobes, on va pas les taper dessus. Ou même pour les chrétiens, ou même pour vice-versa. Donc, c'est là où il n'y a pas réellement de liberté d'expression. Il n'y a pas réellement ça. Il faut juste aller dans le même sens que la masse qui gouverne, c'est tout. Mais si on va dans un autre sens, nous sommes, on va dire, contre la laïcité, contre la démocratie, contre les valeurs de la France. Non, soit nous sommes justes et donc nous devons aller vers ces valeurs humanistes de liberté, d'égalité, de fraternité où nous en sommes très loin, ou alors dans ce cas-là, il faut vraiment cette remise en question. Et malheureusement, il faudrait des experts en sociologie, en histoire, pour pouvoir enfin rétablir la vérité et surtout aller vers l'autre. Et ça, c'est un problème d'éducation de l'humanité tout entière. C'est un problème d'éducation ce sont des valeurs qu'on devrait réintégrer justement au niveau de l'éducation, au niveau de la famille, au niveau de, par exemple, ceux qui sont, par exemple, qui mènent, que ce soit les imams, les rabbins, les pasteurs, les prêtres. En fait, dans les discours que doivent avoir ces personnes, c'est une lourde responsabilité parce qu'ils transmettent un savoir, ils transmettent des informations qui vont être suivies par la masse. Donc, il faut rétablir ces valeurs au sein même de ces discours, de ces personnalités-là qui transmettent et qui ont ce rôle de justement de cette responsabilité de transmettre un message fort. Alors la personne elle-même qui transmet ces messages doit réformer son cœur, doit réformer son âme, doit réformer son esprit, être dans l'humilité et surtout pas dans l'orgueil. Voilà. Merci beaucoup. Annick, ton mot de la fin? Le micro, ça y est. Allô? Oui, c'est bon? Voilà. Donc voilà, juste en réponse à ce que vient de dire Inda, je suis d'accord avec elle, avec le simple bémol, c'est que je trouve que le monde
arabo-musulmans, bon, c'est impropre, hein, mais quand on dit arabo-musulmans, on parle des musulmans blancs. Ça, c'est voilà. A en partage avec l'Occident le mépris du noir, parce que lui aussi, il a falsifié l'histoire du noir. Il ne veut pas reconnaître l'apport du noir dans leur civilisation, hein, et que le noir a été leur prophète. Hein. Maintenant, on sait que Mahomet, même si, enfin, Mahomet ou Mohamed, excuse-moi, si je ne dis pas le nom correctement, était un homme noir. Donc, quand ces populations, quand ils viennent vivre en France et qui sont victimes aussi de racisme, ils se rendent compte que eux aussi peuvent être victimes de racisme. Donc, ils sont amenés à changer leur positionnement par rapport à toutes ces problématiques-là. Tandis que ceux qui sont sur place, hein, n'ayant pas vécu l'expérience donc de l'expatriation, ben, sont peut-être un peu plus figés par rapport à ces positionnements-là, d'où l'agressivité qu'ils ont par rapport aux Noirs qui sont amenés à passer sur leur territoire pour les raisons qu'on connaît. Donc le problème majeur des sociétés modernes, c'est la restauration de l'histoire de l'homme noir et mettre tout le monde à sa place, hein, en termes de contribution, d'apport, de valeur. Et c'est comme ça que les gens vont se respecter. Hein. Et tant que ça, on l'obtiendra pas, tant qu'il n'y aura pas de respect, de reconnaissance de l'autre comme quelqu'un qui a de la valeur et qu'il faut respecter dans ce qu'il est, dans ses croyances, on sera toujours amené à se tirailler. Et on sait qu'il y a des activistes, il y a des petites élites qui sont très forts dans ce petit jeu-là et qui soufflent sur les braises, hein, pour enflammer des situations qui sont difficiles à cause des problèmes sociaux, du chômage, du mal logement, donc toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que malgré tout, il faut essayer de garder, de garder sa tête sur ses épaules, garder sur ses valeurs qui sont positives, hein, qui sont le respect de l'autre, l'acceptation de l'autre, parce que de toute façon, à notre niveau, hein, si je tombe dans la rue, il est fort possible que celui qui va me ramasser, ça va être un Arabe ou un Chinois ou un Noir, et que si les élites, elles racontent n'importe quoi, laissez-les raconter ce qu'ils veulent à leur niveau, mais nous, en tant que population, hein, on doit se souder, on doit se respecter, parce que c'est entre nous que la solidarité va s'appliquer, hein, et je le sais pour avoir vécu en cité. Hein. Moi, quand j'ai grandi, quand il y avait un décès dans une famille, dans les grands ensembles dans lesquels on vivait, on allait frapper à la porte et tout le monde donnait pour pouvoir cotiser. On a vécu une solidarité qu'on connaît plus, malheureusement, mais c'est à nous de la restaurer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Avant de vous laisser, Sékou Montero demande à Annick où est-ce qu'elle peut trouver ton livre, où est-ce qu'elle peut se le procurer. Si tu peux nous montrer pour ceux qui nous ont rejoints au cours de l'émission. Alors, voilà mon livre. Et il est en vente sur le site internet www.nosenfantsnoirsetmétis.com. www.nosenfantsnoirsetmétis.com. Donc, le titre, c'est Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseil aux parents. D'accord. Ils peuvent se le procurer pour un prix de combien? Oui, il est à 16 € en fait. Voilà. Moi, c'est un livre qui fait 257 pages, mais je voulais pas que le prix soit un obstacle. Donc 16 €, c'est un prix qui est totalement abordable. Hein. Des adolescentes aussi peuvent l'acheter. Et je pense que ça peut être très utile si vous avez des jeunes filles de 15, 16, 17 ans, hein, qui commencent à grandir, à se poser des questions sur leur évolution professionnelle, etc. De leur donner ce livre-là, parce que en fait, j'explique vraiment les étapes par lesquelles je suis passée. Hein, et ils m'ont permis donc d'arriver au stade où je suis. Hein, et ça, c'est vraiment important. Notre communauté, la communauté noire, ne lit pas suffisamment, alors que dans les livres, il y a vraiment beaucoup de conseils. Et en lisant les expériences des autres, on fait une économie d'expérience, parce que les autres partagent des choix et des conséquences qu'ils ont pu avoir à cause de ces choix-là, et de les lire, ça peut aider à orienter, et c'est vraiment important de le lire. En tout cas, je le dis, moi j'ai écrit ce livre avec mon cœur,
ce n'est pas un brûlot contre les blancs. Hein. Je me suis mariée avec un homme blanc, j'ai des amis blancs, je n'ai pas du tout de problème de racisme ou d'agressivité. J'ai simplement voulu poser un constat sur ces sociétés qui ne va pas et donner des pistes de réflexion et des pistes d'amélioration pour que les choses changent. Et si les élites ne prennent pas en considération cet écrit, que les parents s'en approprient pour pouvoir aider leurs enfants au mieux, parce que voir un enfant arriver à l'âge adulte, avoir beaucoup de difficultés, manquer de confiance en lui, et peut-être finir par se suicider, soit physiquement, soit parce qu'il va verser dans la drogue, mais c'est un drame épouvantable. Donc il faut absolument éviter d'en arriver là et tout faire pour accompagner les enfants pour qu'ils puissent vraiment exprimer la richesse de leur être, de leur identité et des valeurs, et leur permettre de voir grand dans leur vie, dans leurs rêves et dans leurs projets, au bénéfice d'eux-mêmes, mais aussi de toute la société. Un grand merci, Annick. Je te laisserai mettre les coordonnées, les informations dans les commentaires et répondre à tous les auditeurs, auditrices qui t'ont écrit, qui vous ont écrit. Inda, merci à toi. Une association. Merci, Annick. Merci beaucoup. N'écoute pas. Alors, si tu peux nous rappeler le nom de l'association, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes tous tenus à faire un élan de générosité, un geste, un don, soutenir. Alors, le nom de l'association? Alors, c'est Inaya sans frontières. Donc, c'est Inaya, I-N-A-Y-A, sans frontières. Voilà. Et donc, c'est www.inayasansfrontières.com. Et il y a le site, ils peuvent y aller. Sinon, il y a aussi la page Facebook, Inaya sans frontières. Pareil, voilà, où on fait beaucoup d'actions. On aime beaucoup aussi inscrire des jeunes à l'école. On a besoin de dons parce qu'il y a aussi des jeunes qui peuvent pas, malheureusement, même si on les inscrit à l'école, ils ont besoin d'ordinateurs. Et ça aussi, malheureusement, c'est difficile parce que quand j'ai ces jeunes qui m'appellent désespérés et on leur dit si tu n'as pas ton ordinateur, tu es viré de l'école. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible parce que je me dis on ne donne pas la chance à ces jeunes qui sont malheureusement issus de familles défavorisées et pour certains qui sont orphelins ou orphelines. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très mal au cœur et où je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour justement faire en sorte que redonner espoir à ces enfants, redonner espoir à toutes ces populations qu'on a oubliées. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'actualité, mais on a oublié tous justement ces peuples en souffrance et qui meurent de famine plus que le corona. Hein. La famine, les maladies, le paludisme, il y a tellement de pathologies. Et je pense qu'il est important, comme disait Annick, si les gouvernements ne veulent pas changer, eh bien, à nous, à tous les peuples, main dans la main, de faire en sorte que notre monde soit meilleur. Voilà. Wow. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion, mesdames. Merci à tous nos éditeurs, auditrices. Sékou Montero, merci beaucoup. Monsieur Ghislain Kalou, un grand homme. Il y a eu vraiment beaucoup de monde. Pasteur Nicole, la coach Guetta, Rinkamak. Vous avez été tellement nombreux. Je vous salue. Et tous ceux qui vont nous rejoindre après, parce que vous le savez, hein, les réseaux sociaux, c'est intemporel. Il y a des gens qui sont au Canada, qui suivront avec l'heure de décalage, etc. Moi, je vous invite vraiment à liker si vous ne l'avez pas fait, des pouces, des cœurs, à partager sur votre mur ou dans un groupe. On parle de cette discrimination, on parle de tous ces blocages et freins qu'on nous met. Alors nous débloquons tout ça, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Un partage sur votre mur, dans un groupe, ça pourra vraiment édifier, aider une personne à enlever ces barrières là. Et puis avec tout ce qu'on voit, nous on fait l'information vue sous une autre forme, sans colère, sans rancune, sans vengeance. Ici il n'y a que l'amour qui prédomine. Vraiment, je vous remercie. Donc, abonnez-vous massivement à la chaîne Miss Huguette pour pouvoir suivre la chaîne Facebook, la page Facebook Miss Huguette pour pouvoir suivre justement nos lives chaque mardi à 21h30. Vous avez aussi la chaîne YouTube sur laquelle je vais repartager cette émission et il y aura d'autres lives qui seront sur cette chaîne uniquement. Donc, Miss Huguette TV sur YouTube. Et vraiment, je vous invite à liker les pages, vous abonner. Voilà, mes invités aussi mettront leur page en commentaire. Allez soutenir, liker ces pages. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Donc,
c'est vrai qu'une page se ferme. Il y avait une campagne qui s'appelle Octobre Rose qui parlait du cancer du sein de la femme. Mais là, moi, je voulais aussi englober les différents types de cancers et puis penser aussi aux hommes. Il y a aussi des cancers pour les hommes. Et voilà, il y a les hommes qui voudront partager leur expérience, d'autres qui l'ont eu, d'autres qui l'ont, nous dire les difficultés aussi qu'ils rencontrent. Voilà, certains hommes vont oser parler des différents cancers qu'ils ont eu à traverser et comment ça s'est passé. Il y aura aussi des femmes, pas uniquement pour la maladie du cancer du sein, mais sur différentes parties de la peau. Mais nous, on vient en tant que vainqueurs pour dire que pour tous ceux qui ont cette maladie, on va leur donner un message une niaque, une foi, pour encourager voilà tous ceux qui sont encore dans ce combat et pour soutenir toutes les personnes qui ont perdu un proche. Voilà la démarche de la semaine prochaine, vaincre cette maladie par les paroles, par les témoignages. Vous verrez comment l'émission sera faite. Je vous invite vraiment à liker la page, vous serez informé des démarrages du direct. Quant à moi, voilà, je libère l'antenne pour ce soir. Je vous remercie infiniment, Monsieur Papy Original, etc. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci bien. Merci mesdames. Ciao, ciao. Bonne soirée.